Ah ouais, vous avez quand même, c'est incroyable. Tous mes élèves me touchent, ils ont tous. Il y a toujours un moment dans l'année où il y a un élève qui va me toucher particulièrement. Laissez-moi vous présenter l'histoire de la table de 7, mesdames, messieurs. Bonjour à toutes et à tous. Alors, l'école, tout le monde a un avis dessus. Normal, hein, on y a tous mis les pieds un jour. On croit savoir du coup comment ça marche, ce que fait un prof, ce que vit un prof, mais en vrai, c'est pas si simple. Est-ce que vous avez déjà, par exemple, entendu un élève dire, au fait, maîtresse, c'est quoi ton métier? Je vous emmène donc là où les portes de l'école restent souvent fermées pour vous, partager ce qu'on n'entend jamais. Aujourd'hui, c'est Anna, professeure des écoles et autrice, qui nous ouvre son quotidien. On la connaît sur les réseaux pour son compte Instagram La vie d'enseignante. Tu viens de publier aussi un album jeunesse qui s'appelle Les Mondes d'Élie. Tu pourras nous en parler et tu es ambassadrice de l'association L'Enfant Bleu. Alors, Anna, est-ce que tu peux déjà dire quelques mots sur toi avant toute chose? Bonjour et merci de m'accueillir sur ce podcast, sur cette émission. Je m'appelle Anna, comme vous l'avez très bien souligné. Je suis en ce moment en pré-burnout. J'ai beaucoup d'activités dans ma vie. Je dis ça parce que, un peu sur le ton de l'humour, parce que être enseignant, c'est un métier tellement prenant déjà en soi. Et par ailleurs, j'ai d'autres activités. Donc, comme tu l'as souligné, je suis une très jeune autrice. Donc, j'ai écrit mon premier roman jeunesse qui sort le 19 juin. Et j'ai une page sur Instagram sur laquelle je raconte ma vie d'enseignante. Donc, je dirais que je suis une grande touche à tout et une grande créative. Voilà. Et là, donc on va rentrer dans l'émission justement. Donc tu as reçu une petite boîte normalement. Oui, Et donc l'idée c'est que tu ouvres cette petite boîte que tu as reçue et que super. tu nous donnes un petit peu le contenu de cette boîte. Oh, ah ouais, vous avez quand même, c'est incroyable. Je montre. Donc ça, c'est les chocolats de mon enfance. Franchement, je suis à deux doigts de pleurer là. C'est des chocolats russes en fait. Celui-là, il s'appelle Mishka. Mais ils sont tous dans une couverture différente, mais ils ont tous le même goût pratiquement. C'est juste la noisette ici, le truc en dessous. Et nous, on est sur quelque chose de plus compact ici sur le RS. Bah merci Et beaucoup. alors, avec plaisir. Et du coup, enfin là j'ai retrouvé une photo de toi. C'est bien toi, tu confirmes? Exactement, c'est moi. Tu avais quel âge là sur cette photo? J'avais 5 ans, je pense. C'était vraiment ma dernière année de maternelle là. Ok. Ouais. Et donc, qu'est-ce que l'école pour toi a changé? Donc, on va rentrer au-delà de cette Madeleine de Proust un petit peu dans ton histoire, dans ta vie. Qu'est-ce que ça t'a apporté finalement, l'école dans ta vie? L'école pour moi, quand j'étais petite, c'était un lieu assez étranger. Parce que chez moi, on parlait une autre langue. En plus, mes parents sont divorcés, donc 90% du temps, j'étais avec ma maman, qui est russe. Donc, on parlait russe. On n'avait pas du tout les mêmes références qu'à l'école. Donc, il y a beaucoup de choses qui se disaient en classe que je ne retrouvais pas du tout chez moi. Et ma mère, elle m'a aussi beaucoup élevée dans une grande liberté. Donc, je rentrais toute seule à la maison. Personne ne s'occupait de moi. J'avais pas de nourrice dès le primaire, en fait. Et donc, c'était à la fois beaucoup de liberté, peut-être un peu trop. Enfin, parce qu'elle a elle aussi été élevée comme ça, c'était assez naturel pour elle de vivre comme ça. Et donc je sentais que je devais cacher pas mal de choses. C'était un lieu un peu hostile et à la fois, c'est aussi l'école qui m'a permis de construire une identité en dehors de mon foyer. Donc quand j'ai rencontré plus tard au lycée, au collège, des enseignants hyper inspirants, c'est eux qui m'ont donné confiance en moi et qui m'ont permis de projeter d'autres modèles de vie. Et ça, j'en suis très reconnaissante. Pas en primaire, pas là où moi j'enseigne, mais dans le secondaire, plus tard, ça a été vraiment hyper important pour ma construction. Et tu nous as parlé justement d'un professeur d'économie, je crois, Monsieur Epito. Oui, monsieur Euh, Pito, Pito, oui. Et qui a posé sur toi un regard d'encouragement, sans jugement, enfin qui a su accueillir justement ta singularité. Est-ce que c'est lui qui t'a donné la vocation d'enseigner finalement? Oui, c'est vraiment lui qui m'a donné la vocation d'enseigner. Déjà, j'ai fait, donc c'était un prof d'économie en première, et je me souviens que ses cours étaient passionnants parce qu'il parlait avec son cœur, il faisait énormément de digressions, et ça c'était formidable parce qu'il nous racontait toujours des anecdotes loufoques et à la fois hyper pertinentes et intelligentes et fines. C'est vraiment un homme d'une très grande finesse, et à la fois il m'a donné, c'est lui qui m'a
fait écouter France Culture pour la première fois, qui m'a encouragée à écouter des émissions comme L'Esprit Critique que j'ai écouté pendant des années ensuite. Vraiment, c'était une de mes émissions favorites, qui m'a qui posait un regard d'admiration sur mon patrimoine à moi, sur la Russie, sur la pour une fois, c'était un des seuls enseignants qui avait, par exemple, avec ma mère, de super bons rapports, qui la trouvait extraordinaire, très intéressante et pas bizarre. Donc oui, et puis on avait un lien particulier, il est venu à mon mariage, il est toujours dans ma vie aujourd'hui, voilà, on est assez proches en fait, on a une proximité comme ça d'enseignant et c'est une personne qui a marqué mon existence, c'est certain. Et dans la genèse de cette vocation, donc il y a à la fois Oui. cet enseignant et puis il y a aussi des livres qui ont changé ton regard sur l'enfance. Alors, pour préparer cette émission, je t'avais proposé de choisir l'un de ces livres qui t'a beaucoup inspiré et peut-être de nous Oui. lire un passage. C'est un livre que j'ai lu assez récemment, qui s'appelle Le choix d'éduquer de Philippe Mérieux. Donc on est plus dans les cases plus classiques de l'éducation nationale. Mais je trouve que, alors il y a un enseignement de ce livre que j'adore vraiment, que je trouve mais formidable. Euh, alors je vais le paraphraser, mais il dit à un moment dans son livre, donc déjà, il a ce qu'on appelle un postulat d'éducabilité radicale, c'est-à-dire qu'il part du principe que n'importe quel enfant, n'importe quel humain peut être éduqué, peut recevoir un apprentissage et peut rentrer dans un apprentissage, peut apprendre quelque chose. N'importe lequel, même les enfants qui ont des troubles de la compréhension, qui ont des TDAH, hein, peu importe, qui sont dans des situations difficiles, qui ont peu de lexique, voilà, peu importe quel qu'il soit. Et déjà, je trouve que c'est un postulat assez fort parce qu'on peut rencontrer. Souvent, moi, quand j'ai commencé à enseigner, j'entendais vachement ah ben lui, il n'y a rien à faire, c'est pas possible, laisse tomber, il est pas bon en maths ou elle est pas bonne en maths. Et lire ça, ça permet déjà, encore une fois, de retrouver de l'espoir et de se dire bah, non, en fait, moi, ma posture, ça doit être ça aussi, elle doit être assez radicale là-dessus. Et ensuite, il dit quelque chose que j'adore. Il dit que quand on est dans une salle de classe, on doit à la fois se sentir tout puissant, c'est-à-dire sentir qu'on a la possibilité de changer le destin de chacun des enfants qui est dans sa classe, donc un peu un sentiment mégalo quand même, et à la fois se sentir totalement humble face à la force des choses Mhm. qui passent, face à l'existence, face à toutes les choses qu'on ne peut pas changer. Et ces deux convictions, elles paraissent contradictoires, mais en fait, elles sont totalement complémentaires. Et on doit toujours être dans ce balancier-là. Je peux tout changer, tout est entre mes mains, et à la fois, je ne suis rien face à la force de la sociologie et du cadre familial et de tout ce qui me dépasse et de moi aussi, du système. Voilà, et je trouve que c'est très fort comme message. J'aime beaucoup, c'est nuancé. Exactement, et je crois que dans notre époque, on a justement besoin de beaucoup de nuances dans cette ère souvent du clash, de se dire bah, on a besoin à la fois voilà, d'y croire et en même temps d'être humble face à ce Oui, qu'on est capable de faire ou pas. On a parlé du déclic, de la vocation, mais le métier, il se vit pas dans les souvenirs, il se vit tous les jours, dans le bruit, les imprévus, les regards, les réussites et les ratés. Et donc maintenant, on a envie d'entrer un peu dans ta classe, dans ta façon de faire, dans ton rapport aux élèves, aux parents. Et on veut en gros comprendre ce qui t'anime quand la cloche sonne. Alors, tu as une particularité qui te distingue sur les réseaux sociaux, c'est que tu chantes les leçons. Beaucoup. Alors déjà, la première question, c'est pourquoi? j'ai commencé parce que je trouvais que ça fonctionnait bien, en fait, de chanter la leçon, de la répéter en chantant, comme n'importe quelle chanson. Quand on entend un texte qui est chanté, on peut le retenir en une seule fois. Alors que si on nous récite un texte sans intonation, ça va être beaucoup plus difficile de le retenir. Donc là, c'est vraiment d'un constat juste de quelque chose de beaucoup plus pratique. Parce que je crois que tu chantes le dimanche en famille. Donc, comment on bascule de chanter le dimanche en famille à utiliser le chant comme pratique pédagogique? C'est marrant quand même. Je chante tout le temps, enfin, je chante dans ma vie, je chante quand j'ai envie de dire un truc à mon mari qui ne me plaît pas, je lui dis en chantant. Quand on est avec mon père à la maison, on prend la guitare et le piano et on se met à chanter. Quand j'étais petite, on chantait beaucoup. Et c'est surtout le fait de voir que ça suscitait autant de joie chez mes élèves et pour moi aussi qui a fait que j'ai continué à chanter. J'adore chanter avec mes élèves. Ok. Et est-ce que tu serais capable de nous faire un petit extrait a cappella comme ça? Oui, alors attends, fonction et nature, je l'ai pas, mais je peux vous faire l'étape de 8. Euh,
En fait, je peux vous faire la table de 7. Il y a que celle-ci que j'ai dans la tête, là, qui met dans la tête. Allez, table de 7, on y va. Laissez-moi vous présenter l'histoire de la table de 7, mesdames, messieurs, écoutez, ce n'est pas si compliqué. 7 fois 2, 14, 7 fois 3, 21, tout commence au mois de juin. Voilà, je vous l'avais pas en entier, mais c'est ça. Et c'est l'histoire d'un ornithorynque qui est dans une immense marmite. Et au-dessus de lui dort un bœuf. Un jour, il est malheureux, 42. Et un jour arrive Candice, 56. Elle prit le bœuf et le mangea, 63. Et voilà, c'est la table de 7, avec un peu de pain Génial. d'épices. Et tu l'écris, enfin, tu l'as écrite pour et avec tes élèves, en fait. Ouais, exactement. Après, je suis pas la plus forte pour composer la mélodie. J'ai toujours un peu les mêmes mélodies parce que je les écris assez rapidement. Donc, pour mon livre, j'ai demandé à mon papa d'écrire les mélodies parce que sinon, c'est un peu toujours la même chose. Mais pour les paroles, aucun problème. Est-ce qu'il y a un élève qui t'a surpris, touché particulièrement parce que quand on est enseignant, souvent, on apprend autant des enfants que finalement les enfants apprennent de nous. Enfin, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué récemment? Franchement, même plus, je sais pas. Ouais, beaucoup. Enfin, j'ai beaucoup d'élèves qui me touchent. Franchement, mes élèves. Ouais, en fait, je suis. Tous les ans, j'ai des élèves, enfin, tous mes élèves me touchent. Il y a toujours un moment dans l'année où il y a un élève qui va me toucher particulièrement parce que il traverse quelque chose ou alors parce que juste sa personnalité est touchante et que je le vois se construire. J'ai beaucoup d'élèves, par exemple, j'ai des élèves TDAH, par exemple, qui ont des troubles de De l'attention l'attention. et de l'hyperactivité et une hyperactivité et je suis assez touchée toujours par ces gens parce que je trouve que ils ont dû développer tellement de choses pour s'adapter à un système tellement pas fait pour eux et ils sont courageux. Et justement, si tu devais te projeter dans le rêve pour l'école de demain, c'était les cartes blanches, elle ressemblerait à quoi cette école? Est-ce que tu saurais le décrire en fait? Une chose qui nous manque vraiment, 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 c'est un autre regard sur les enfants. C'est quelque chose qui ne Cool. décide même pas. C'est euh, ce qui est fondamental pour changer l'éducation et même pour l'améliorer, même si ça paraît être une petite amélioration, c'est vraiment fondamental. C'est même pas d'ordre pédagogique. C'est vraiment le regard qu'on porte sur l'enfant. On a encore un regard de méfiance sur l'enfant. Hmm. Il y a un mot pour ça qui s'appelle l'infantisme. Et justement, enfin, peut-être ce que tu décris, c'est d'arrêter avec cet infantisme et de plus écouter la parole de l'enfant. Oui, parce que j'ai le sentiment, et on a tous ça, hein, c'est même pas, en fait, je pense même pas que ce soit une question d'écouter sa parole, mais de le considérer comme un être humain comme les autres, qui parfois peut avoir des comportements qui cherchent à nous montrer ce qu'il veut, mais qui la plupart du temps ne cherche ni à nous défier, ni à tricher, ni à nous mentir, ni à cacher quelque chose. Un enfant, il a, il est un être humain en construction, et nous, notre rôle, c'est de l'accompagner dans sa construction, quel que soit notre rôle, qu'on soit ses parents, qu'on soit son enseignant, qu'on soit un autre adulte de son cercle. Mais il n'y a pas de raison d'être méfiant particulièrement vis-à-vis des enfants, et cette méfiance constante, cette volonté tout le temps de diriger chaque petit moment de sa vie, je ne pense pas que ça puisse créer une société pacifique. Et il y a quand même quelque chose que j'ai remarqué en lisant les pédagogues comme Montessori, comme Freinet et comme d'autres, c'est que tous les gens qui se sont un jour intéressés à l'éducation, qui ont un jour eu cette passion-là et ont investi leur vie entière là-dedans, ou Janusz Korczak aussi, ce sont des gens qui avaient comme objectif la paix dans le monde. Donc un tout petit objectif, très objectif très humble, mais c'est quand même des gens qui avaient cette intuition, et je la partage, que c'est dans l'éducation, c'est à l'école et et dans notre rapport aux enfants que se trouve la clé d'une vie plus pacifique pour tout le monde. Alors, je crois que dans ta classe, tu as ce qu'on appelle une boîte à questions. Alors moi, j'en ai créé une pour toi, de boîte à questions. Donc j'en ai 10. Et le but, c'est que tu répondes du tac au tac. Alors, russe ou toulousaine? Russe. Se mettre au diapason ou donner le là? Donnez-le là. Ton métier en un mot, vocation ou résistance? Vocation. En classe, tu préfères entendre dire merci ou j'ai compris? J'ai compris. Tout planifier ou laisser place à l'improvisation?
Laisser place. Ah non, le premier c'était quoi, pardon? Tout planifier. L'improvisation. Inclusion ou excellence? Inclusion. Crier ou punir? Aucun des deux. T'as pleuré plus souvent de rire ou de fatigue? De rire. Toi qui es une fan de Friends, Rachel ou Phoebe? Rachel, désolée. Et la dernière, exigence ou bienveillance? Les deux. Merci beaucoup Anna pour cet épisode de l'émission École et moi. Un vrai bonheur de t'écouter raconter ta vision de la vie, de l'école. Tu fais partie de ces profs hyper enthousiasmants qu'on a envie d'écouter, de rencontrer pour construire sa vie. Voilà, cet épisode est terminé. On va en avoir d'autres avec d'autres enseignants inspirants comme toi, avec l'idée de montrer que c'est un magnifique métier et qu'on a besoin de vous pour construire les générations futures. Donc un immense merci. Merci à vous, j'étais hyper heureuse de prendre ce moment de recul. Ça fait toujours du bien de faire un pas de côté et ces moments-là, ils sont tellement précieux. Merci encore pour la confiance et pour ce moment. Voilà, à bientôt. À bientôt, au revoir. Et vous, en commentaire, n'hésitez pas à mettre vos questions, à nous dire si vous avez envie de voir une autre personne à cette place. Et on sera ravis de vous retrouver sur cette chaîne pour les prochains épisodes. À très bientôt. Ça, ce chocolat, il s'appelle Alionka. C'est son prénom, le prénom de cette petite fille. Aussi un symbole de l'URSS, de la Russie, de la même entreprise de chocolat. Voilà, donc c'est les chocolats de mon enfance.